Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. Ce soir avec le comité aussi de jumelage de Fuji-Yoshida, qui est jumelé avec Chamonix, donc avec Madame Lafuma ici présente, et puis quelques japonniards aussi présents. Donc les japonniards, on le rappelle, c'est les japonais chamoniards, c'est la contraction. Donc on est ravis de vous avoir tous ce soir pour accueillir Corinne Atlan, qui est quand même une ex-chamoniarde aussi, qui vient pour la traduction du magnifique livre Le Sommet des Dieux, le roman Le Sommet des Dieux. Donc peut-être Corinne, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas forcément, qui sont peut-être des nouveaux chamoniards aussi, tu peux te présenter en quelques mots? D'accord, oui, en lien justement aussi avec Chamonix et le monde du Sommet des Dieux, c'est toujours un peu difficile de se présenter soi-même, mais voilà, donc je suis traductrice littéraire donc, du japonais et également écrivain, donc j'ai traduit une soixantaine, peut-être aujourd'hui même 70 livres, et j'en ai écrit une petite dizaine, et aujourd'hui je continue davantage mon travail d'écriture plutôt que de traduction, parce que j'ai traduit énormément. Et voilà, je suis un peu dans une autre phase depuis une dizaine d'années. Mais quand on m'a proposé ce livre, je me suis dit, il faut absolument que je le traduise pour diverses raisons. Parce qu'il se trouve, je pense que c'est de ça que tu as envie que je parle, que j'ai vécu, donc, outre le Japon, j'ai fait des études de japonais, j'ai vécu au Japon. Et puis après, les hasards de la vie m'ont amenée au Népal. Et j'ai vécu une douzaine d'années, en fait, au Népal. Et au Népal, je ne suis pas allée du tout au Népal pour la montagne. Je me suis intéressée, j'enseignais le français là-bas, mais je m'intéressais à la culture de la vallée de Katmandou. Enfin, voilà, un tas d'autres raisons, mais je ne connaissais pas la montagne, à part que j'avais fait du ski un peu comme tout le monde quand j'étais ado, etc. Mais je n'étais pas quelqu'un qui avait une passion particulière pour la montagne. Mais évidemment, le Népal, voilà, on se prend de passion pour la montagne quand on vit au Népal, un peu presque fatalement en fait, parce que l'Himalaya, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Et au Japon aussi, les montagnes sont très très présentes. Donc j'ai eu cette période de vie voilà, au Népal, où j'ai commencé vers la fin de mon séjour à traduire. C'était les années 80, j'ai commencé à traduire dans début des années 90. Et je suis rentrée en France aussi vers cette période-là. Et quand je suis rentrée en France, je suis arrivée, enfin avec ma famille, à Chamonix, parce que c'était un genre de petit sas de retour en France. Après, ça faisait une quinzaine d'années que je n'avais pas vécu en France, puisqu'avant j'étais au Japon. Et donc, là aussi, toujours un petit peu par hasard, voilà. Mais en tout cas, je me suis retrouvée à Chamonix, parce qu'il y avait les montagnes, voilà, c'était un monde un petit peu particulier. Et donc, j'ai vécu quand même, oui, je sais pas, peut-être 8 ans par là. Et après, donc, on s'est installé donc, dans la région parisienne, qui est ma région finalement d'origine. Et j'ai poursuivi mon travail de traductrice et ensuite mon travail d'écrivain, tout en partant de temps en temps au Népal, en faisant des voyages au Népal, évidemment beaucoup de trek, comme j'en faisais déjà beaucoup à l'époque où je vivais là-bas, et puis beaucoup au Japon, puisque la traduction du japonais commençait à prendre beaucoup de place. Le Japon commençait à être un pays qui intéressait beaucoup de gens, donc j'ai aussi accompagné des voyages là-bas. Enfin, le Japon a pris un petit peu finalement la place aussi du Népal dans ma vie, et j'ai fait plutôt des allers-retours France-Japon plutôt que France-Népal. Et je n'ai pas eu l'occasion de revenir à Chamonix, donc je suis très ravie de cette invitation et émue de voir des visages aussi que je n'ai pas vus depuis très très longtemps. Et donc ce livre, en réalité, qui est en japonais, il y a ces 2 volumes. Donc en japonais, c'est un livre de plus de 1000 pages. En japonais, en français, il y en a 700. Je traduis plus. Il y a une période de ma vie où je traduisais des gros livres comme ça. J'aime énormément la littérature et j'aimais traduire, mais aujourd'hui j'ai d'autres projets. Et je me suis dit, puis tout mon entourage aussi m'a dit, mais quand les éditions, enfin Paulsen et Guérin sont venus vers moi en me proposant de traduire ce livre, en me disant, on sait que vous avez vécu au Népal, etc., vous êtes la personne qui doit traduire ce livre. Et j'ai un peu hésité, mais pas très longtemps, parce que tout le monde m'a dit, et je me suis dit aussi moi-même, voilà, c'est à moi de le faire, et j'étais très heureuse. Bon, d'abord aujourd'hui, le résultat, c'est que c'est un livre magnifique avec des très belles illustrations, mais surtout, c'est un livre extrêmement bien documenté, et pour moi, ça a été un grand, grand plaisir, à travers ce texte en japonais, de me repromener dans les rues de Katmandou, qui sont vraiment décrites. L'auteur y est allé au début des années 90, et le roman se passe d'ailleurs dans les années 90, donc très peu de temps après que moi j'y ai vécu. Donc j'ai vraiment retrouvé l'ambiance, les personnages, des scènes, mais en fait je me promenais avec lui, et donc ça a été
plus évidemment aussi les trekking, puisque ça se passe principalement à Katmandou. Ça se passe aussi sur les chemins de trek qui mènent au camp de base de l'Everest, où je suis allée aussi. Après, au-dessus, je n'y suis jamais allée. Donc après, il y a toute la partie, parce que ça parle beaucoup de l'Everest, ça parle beaucoup de l'escalade, de diverses voies de l'Everest. Donc ça, je ne connais pas, mais j'en ai évidemment beaucoup entendu parler. Et il y a aussi une partie qui se passe, bien sûr, aussi à Tokyo, puisque les personnages sont japonais, donc aussi dans une ville où j'ai vécu également. Donc ça a été un très, très grand plaisir et surtout aussi la joie de voir que tout était juste. Il y a des très beaux personnages aussi de Népalais, de Sherpas, enfin, on retrouve vraiment tous, et on comprend, je pense que l'auteur, les personnages aussi, les héros japonais, mais l'auteur aussi est tombé amoureux du Népal et de ce peuple vraiment extraordinaire, et de ces paysages de montagne, bien entendu aussi. Tu rappelles, ce livre, il a été écrit en 1995, il est sorti, voilà. C'est ça? Alors, oui, et les mangas juste après, en 2000, non? Alors le manga, je ne me rappelle plus la date exacte. Il me semble que c'est 2000. Enfin, peut-être que c'est 2000 en France, mais ouais. En fait, le manga... ah oui, c'est si vieux que ça, mais ça fait quand même 24 ans, il me semble que c'est moins, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Ouais. Il me semble que c'est un petit peu après, en tout cas c'est dans les années 2000. Ouais. Et le livre, il a été publié d'abord au Japon en 1997. En 1998, il a raflé tout un tas de prix littéraires, de romans, d'aventures, etc. Et donc, dans les années 2000, au début des années 2000, le manga de Taniguchi Jiro, ils se connaissent bien, ils ont eu d'autres collaborations. Il faut dire aussi, ce qui est très important, que l'auteur de ce livre, donc Yume Makurabaku, au Japon, c'est un auteur très très connu. Alors qu'ici, on connaît le manga, enfin jusqu'à présent, parce que maintenant j'espère que ça va être différent, mais on connaissait le manga et l'auteur du manga, Taniguchi Jiro, bien sûr, ce grand mangaka qui voilà. Et cet auteur-là n'avait jamais été traduit. Mais le manga est basé sur son œuvre. Donc le manga est vraiment postérieur de plusieurs années. Et il y a aussi autre chose d'extraordinaire que peut-être je peux dire tout de suite par rapport aux dates de ce livre. C'est-à-dire quand il est sorti, donc en 97, le corps de George Mallory, dont on va peut-être parler après, de ce mystère de Mallory qui a disparu à l'Everest en 1924 avec son compagnon Irvine et qu'on n'a jamais retrouvé, le corps a été retrouvé en 1999. Quand ce livre est sorti, le corps n'avait pas été retrouvé, mais l'auteur a imaginé justement que le corps avait été retrouvé. Et donc 2 ans après la sortie du livre, voilà, le corps est retrouvé intact dans la montagne, c'est quelque chose d'assez incroyable et même romanesque. Et donc il dit dans une petite postface, mais qui n'est pas traduite, mais qui fait partie du livre japonais, c'est juste quelques lignes, où il explique qu'après la découverte du corps de Mallory, il a modifié le passage où justement son personnage tombe sur ce corps dans la montagne parce qu'il fallait que ça soit juste et conforme à la réalité. Donc, dans la première version, il avait peut-être situé le corps ailleurs ou dans une autre position. Voilà. Donc, il a réécrit ce passage pour que ça soit conforme à la réalité. Mais quand il l'a écrit, en tout cas, il avait déjà imaginé cette découverte du corps alors qu'elle n'avait pas eu lieu. Mais justement, on va rattaquer avec le début du livre, avec Irvine et Mallory. Un homme en train d'escalader l'arête. Tandis que je le regardais, un second point noir est apparu en contrebas. Une autre silhouette avançait dans la neige derrière la première. Mallory et Irvine. Ils étaient trop loin pour que je puisse déterminer lequel marchait en tête, mais il était certain qu'il s'agissait d'eux. Quel autre être humain aurait pu se retrouver à une telle altitude? Toutefois, n'était-il pas un peu tard? Le doute m'a soudain étreint la poitrine. S'ils avaient démarré au petit jour comme convenu, ils auraient dû se trouver là-haut. À cette heure-ci, ils auraient dû être en train de gravir le sommet. Un imprévu les avait-il retardés? Une bouteille d'oxygène qui se serait avérée défectueuse au moment du départ? La valve reliant la bouteille au respirateur avait très bien pu geler à cause de la neige collée dessus. La réparation devait prendre un certain temps. Dans ce cas, l'un d'eux avait-il décidé de se passer d'oxygène? Ou alors, ils avaient dû faire face à une difficulté pendant la marche d'approche, et il leur avait fallu du temps pour franchir un passage périlleux. Une bonne quantité de neige fraîche s'était déposée sur les rochers près de la ligne de crête. De petites pierres accumulées sur une dalle rocheuse inclinée, de la neige tombée par-dessus, c'était une configuration dangereuse. Peut-être avait-il passé du temps à contourner un passage de ce genre, sans doute avait-il été retardé par une succession d'aléas. Il n'en restait pas moins qu'ils accusaient un retard considérable par rapport à leurs prévisions. Même si tout se passait bien, ils auraient du mal à atteindre le sommet et à redescendre avant la nuit. La silhouette de tête achevait de gravir la pente enneigée et s'approchait de l'arête rocheuse.
En un rien de temps, elle s'est mise à l'escalader. À ce moment précis, les 2 minuscules silhouettes de mes compagnons ont été englouties par d'épais nuages. Je ne les ai jamais revus. Ça, c'est vraiment l'image clé du livre. Oui, c'est vrai. C'est les 2 silhouettes qui disparaissent, qui sont absorbées par la montagne. Voilà. On entre directement dans ce mystère, en fait. Et là, le personnage qui parle, c'est Odell, qui était un autre Anglais qui faisait partie de l'expédition et qui, lui, était resté à un camp intermédiaire et donc qui observait à la jumelle ses 2 compagnons en train de grimper. Puis tout d'un coup, il y a ces nuages. Et ça, évidemment, le passage a été réécrit par l'auteur, mais c'est la réalité. Ça s'est passé comme ça, puisque Odell a laissé des textes où il raconte, voilà, il y a un film. Il les a vus. Et il y a un film. Qu'on a passé d'ailleurs. Oui, d'accord. Et on voit tout à fait les images. Oui, j'aimerais bien le voir. Je n'ai jamais vu, en fait, le film. Et il y a aussi des textes d'Odell, donc c'est vers la fin, où il a repris, l'auteur donc a repris mais des textes vraiment écrits par Odell aussi, parce qu'il a écrit ses souvenirs, etc. Et donc, en fait, dans ce livre, puisque tout de suite après, donc ça c'est le premier chapitre, et ensuite, tout de suite après, on arrive dans le Japon, enfin des années 90, et là, on est dans une ascension de l'Everest par un Japonais, et qui raconte voilà, aussi ce qu'il est en train de vivre, il est dans une situation dangereuse. Donc, 2e chapitre, dans ces 2 premiers chapitres, on a finalement tout le livre. Et après, on a tout sur 600 pages, le livre qui explique comment ce personnage se retrouve dans cette situation en train de gravir l'Everest et tout ce qui s'est passé entre-temps et tout ce mystère. Alors, ce n'est pas seulement le mystère de Mallory, en fait, c'est le mystère de la recherche, en fait, voilà, d'avoir un projet comme ça et de tout donner, de tout presque sacrifier pour aller jusqu'au bout de ce projet. On va partir avec le personnage Fukamachi. Et en fait, il lui est arrivé la même chose. Il a vu ses 2 collègues disparaître aussi dans les nuages près de l'arête sommitale. C'est ça. Alors, il a exactement la même vision. Oui, c'est la même vision, d'autant que lui, comme il est photographe, donc c'est un alpiniste, c'est le personnage principal du livre avec Habu, mais finalement, Habu Joji, c'est vraiment Fukamachi, parce que l'histoire nous est racontée à travers les yeux de Fukamachi. Et Fukamachi, il est photographe et il est aussi alpiniste, et il monte une expédition à l'Everest avec des compagnons qui sont tous comme lui, âgés de plus de 40 ans. 40 ans, c'est vraiment un âge clé au Japon, parce qu'il y a le chiffre 4 qui représente, c'est le même chiffre que la mort, donc toujours 40 ans, c'est un âge, il faut faire attention, etc. Donc ça, c'est lié aussi, en fait, finalement, à l'idée du danger, de la mort. Mais bon, ils ont tous passé 40 ans, ils veulent quand même réaliser le rêve de leur vie, qui est d'aller à l'Everest. Et Fukamachi est le photographe de l'expédition. Et à un moment, il prend une photo. Alors, je crois qu'ils ne sont pas tout à fait en haut, ils ne sont pas dans la même... C'est une situation très similaire, ils ne sont pas aussi hauts, mais situation très similaire. C'est-à-dire qu'il photographie ses 2 compagnons et tout d'un coup, il les voit emportés. Voilà, il y a une avalanche, il y a des nuages, je ne vois plus ce qui se passe, mais il les photographie quand même, parce que ça, c'est aussi une scène clé qui va entraîner beaucoup de culpabilité chez lui, parce qu'il les photographie et il ne peut rien faire pour eux parce qu'ils sont loin. Et il les photographie en train de tomber et de mourir, en fait. Donc il va être hanté aussi par cette scène. Et du coup, avec l'auteur, je vais lire un petit passage, on se rend compte qu'on se balade, on se promène aussi à Katmandou. Fukamachi était arrivé devant l'ancien palais royal. Il prit la direction de New Road, tout en observant du coin de l'œil un groupe de faux sadhus indiens, prétendus ascètes postés là pour réclamer de l'argent aux touristes qui les prenaient en photo. À l'entrée de cette grande artère se trouvait une place rectangulaire où les vendeurs de souvenirs étalaient leurs marchandises à même le sol. À partir de là, Fukamachi s'engouffra dans une ruelle plus étroite. « J'ai de la cam !» Un homme vêtu d'un jean tout rapiécé s'était rapproché de lui et lui adressait la parole dans un japonais rudimentaire. « Hashish, marijuana, tout ce que tu veux !» Mais Fukamachi n'était pas là pour ça. Son but était de s'égarer dans le dédale de venelles tortueuses qui s'enfonçaient toujours plus loin. Il lui semblait qu'en se laissant ainsi absorber par les entrailles de la ville, celle-ci digérerait son corps et son existence. Il avançait dans des ruelles inconnues. En un rien de temps, la foule s'était clairsemée. Seuls quelques enfants jouaient devant les maisons. Non seulement les magasins de souvenirs s'étaient fait rares, mais les commerces ordinaires aussi. Il n'en croisait plus que quelques-uns isolés dans une petite rue. Il bifurqua de nouveau. Il se retrouva dans une impasse donnant sur un vieux mur de briques. Il s'arrêta prêt à faire demi-tour quand son regard tomba sur une boutique de matériel d'alpinisme avec 3 sacs de couchage suspendus à l'auvent. Il eut un instant d'hésitation.
se demandait s'il est déjà arrivé à Thamel, le quartier de Katmandou où se concentraient petit hôtel, bon marché et commerce dédié au trekking. Dans ce coin-là, on n'avait que l'embarras du choix pour trouver une chambre coûtant l'équivalent de 300 yens la nuit avec une douche commune. Autrefois, le quartier avait été le point de ralliement des hippies du monde entier. Les échoppes proposaient uniquement du matériel d'alpinisme d'occasion. Elles revendaient à des prix comparables à ceux des pays développés des équipements rachetés à bas prix à des Himalayistes de retour d'expédition. Dans la plupart des cas, ces boutiques étaient tenues par des Sherpas qui travaillaient avec les expéditions étrangères et étaient donc bien placés pour récupérer ce matériel. Après être resté un moment planté devant le magasin, Fukamachi poussa la porte et entra. La boutique était sombre et exiguë. Un homme à l'air peu avenant se tenait debout derrière la vitrine de verre qui servait de comptoir. Il n'avait rien d'un Sherpa, c'était sans doute un chétri, comme le marchand de tapis de tout à l'heure. Il arborait une moustache et devait être âgé d'une 50aine d'années. « Namasté !» Fukamachi le salua en népali, mais l'homme ne se dérida pas pour autant. Le mur était couvert de marchandises allant de mousse-coton et autres petits accessoires jusqu'à des sacs à dos et des piolets, sans compter une corde de 8 mm longue d'une 30aine de mètres rangée dans une vitrine. Il y avait aussi des objets de culte bouddhique tibétain, authentiques ou non. Fukamachi ne saurait le dire. Il observa tout cela, l'air de rien, quand son regard s'arrêta sur un objet posé à côté de la corde, un vieil appareil photo. Il ne fallait pas plus d'un simple coup d'œil à Fukamachi, photographe professionnel, pour identifier un appareil. C'était un folding équipé d'un soufflet se repliant à l'intérieur du boîtier. L'objet. Voilà, c'est un peu le Graal. Voilà. Et j'ai adoré traduire ce passage parce que ça fait partie justement de ces passages où c'est tellement juste, parce que c'est tellement ça, y compris les faux sadhus. Et là, c'est justement quand on est un touriste à Katmandou et qu'on n'est pas au courant, on peut penser que ce sont des vrais sadhus et on leur donne de l'argent. Et donc lui, là, il est vraiment dans la justesse de ton parce qu'il sait que ce sont des faux, c'est des gens qui sont juste là pour réclamer de l'argent. Et après, on tourne et puis petit à petit, on s'éloigne. Il y a ces petites ruelles où il n'y a plus que des magasins. Enfin, on est tellement dans la réalité du lieu. Et là, il tombe effectivement sur cet appareil qui va être au centre de toute l'intrigue, tout en étant finalement d'une certaine manière symbolique. C'est le symbole du mystère, parce que c'est un appareil vide, c'est l'appareil, apparemment, il en est sûr, c'est l'appareil de Mallory, mais c'est un appareil vide, la pellicule n'est pas dedans, donc en fait, il ne sert à rien d'une certaine manière, puisqu'on ne peut pas savoir, il ne peut pas aider à éclaircir le mystère, puisqu'on n'a pas la pellicule. Mais tout de suite, il va se prendre au jeu et il va chercher à savoir d'où ça vient, il va chercher à en savoir plus. Et là, dans sa quête, pareil, là, il y a encore une belle description. Debout devant le temple, il observait les joueurs depuis le bas des marches, cherchant à reconnaître Gautam parmi eux. Il ne l'avait jamais vu, mais repara vite un groupe d'hommes de l'ethnie Gurung, entourés de quelques tamangs. Au passage, il se souvint que même pendant les expéditions, les porteurs aimaient jouer aux cartes pour de l'argent, tout comme les guides Sherpas. Il gravit lentement les marches si hautes qu'elles lui arrivaient presque aux genoux. Une chèvre au pelage brun tacheté de blanc était allongée sur l'une d'elles, au milieu de l'escalier. Elle ne tressaillit même pas lorsqu'il passa près d'elle. Quand il arriva en haut, quelques-uns des joueurs se tournèrent vers lui un instant avant de reporter leur attention sur leur jeu. Des porteurs jouant aux cartes en plein midi, en haut des marches d'un temple, une chèvre allongée non loin d'eux, tandis que sur la place en contrebas passaient des femmes à l'air affairées, vêtues de saris de couleurs vives et des hommes tirant des rickshaws. Quelle ville étrange! Gautam est là aujourd'hui, demanda Fukamachi en népali au premier groupe de joueurs. Là-bas, fit l'un d'eux, qui semblait être un gurung, en désignant un autre groupe assis un peu plus loin. Fukamachi se dirigea vers eux, en piétinant les herbes folles qui poussaient entre les marches. Apparemment, quelqu'un venait de remporter une manche. Les joueurs étaient occupés à tirer de leurs sacs des billets froissés qu'ils comptaient soigneusement. Un des hommes lança une liasse de billets entre les genoux d'un autre, assis en tailleur, adossé au mur du temple. Celui-ci repéra prestement le pactole d'une main aux ongles crasseux et l'ajouta à la liasse qu'il tenait dans l'autre main. « Lequel d'entre vous est Gautam » s'enquérit Fukamachi en népali. Tous les regards se dirigèrent vers l'homme au billet. Ce dernier jeta un coup d'œil à Fukamachi puis fourra la liasse dans sa poche. Fukamachi le salua à la manière népalaise en joignant les mains devant la poitrine. « Namasté ». Le porteur au visage cuit par le soleil lui rendit son salut en souriant avec une lueur craintive dans le regard. « Namasté ». Le japonais se présenta, « Je m'appelle Fukamachi. Je suis un touriste japonais, j'ai une question à te poser à propos de l'appareil photo que tu as vendu à Rajendra Narandar, ajouta-t-il. Le porteur le regardait sans répondre avec un sourire intimidé. « Il paraît que tu le tenais d'un japonais ?» poursuivit Fukamachi. Oui, fit Gautam en le dévisageant avec curiosité. « C'est un ami à toi, ce japonais ?»
Fukamachi ayant répondu par la négative, les traits de Gotham se détendirent aussitôt. Bikalu Samp. Bikalu Samp. Fukamachi le savait qu'en népali, le mot désignait un serpent venimeux. Bikalu signifiait poison et Samp serpent. Mais qu'est-ce que cela venait faire dans la conversation? C'est comme ça qu'on le surnomme ici, expliqua Gotham. Et c'est son vrai nom? Je ne sais pas, tout le monde l'appelle Bikalu Samp. L'échange s'annonçait laborieux. Fukamachi savait se faire comprendre en mêlant des mots d'anglais à son modeste vocabulaire népali, mais face à ce porteur qui ne comprenait pas d'autre langue que la sienne, il aurait du mal à maintenir le dialogue. Gotham avait néanmoins fini par saisir que Fukamachi n'avait aucun lien avec l'autre japonais et la méfiance avait disparu de son visage. « Alors comme ça, tu as des questions à propos de cet appareil photo ?» demanda-t-il en reposant ses cartes. « On ne sera pas tranquille pour parler ici. Allons ailleurs si tu veux bien. »« Bien sûr, pas de problème. » On voit à quel point, je pense que tous les gens qui vont lire ce roman et qui connaissent le Népal, et il y en a beaucoup parmi les gens qui font de la montagne, vont se régaler, quoi, comme moi, parce que en fait, c'est tellement juste, et il y a tout, depuis, voilà, même les herbes folles entre les marches de pierre, les porteurs, la chèvre, voilà, sur les marches, enfin, on visualise vraiment cette place très importante qui est au centre de Katmandou, avec le temple de Shiva et Parvati, ces très hautes marches, enfin, on est vraiment au cœur de cette action. Et puis les détails, enfin, c'est très visuel. On dirait qu'il a imaginé déjà un film, donc c'est pas étonnant que Taniguchi se soit emparé aussi de ce roman pour en faire un manga, parce qu'il y a des détails comme la crainte, le porteur qui le regarde avec crainte d'abord, une lueur de crainte, et après son visage se détend. Enfin, c'est tellement, on voit tellement tout ce qui se passe. C'est quand même, c'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain, c'est un grand maître et du suspense et des descriptions. Voilà, il nous amène vraiment au cœur, non seulement de l'histoire, mais au cœur de ce que voient et de ce que ressentent les personnages, en fait. Ça, c'est extrêmement fort, y compris dans les scènes de montagne. On ressent tout, le vent sur leur peau, le froid, la peur, enfin, tout est décrit très, très minutieusement. Et apparaît donc un nouveau personnage, donc ce serpent... Ah oui, Bikalu Samp, voilà. Oui. Donc, il y a une explication. Qui en fait s'appelle Abu. Abu. Hein, et, enfin, il finit par comprendre. Oui. Abu était né le 10 janvier 1944 à Sendai, dans la préfecture de Miyagi. On était en 1993, il avait donc 49 ans. À l'âge de 6 ans, il avait perdu ses parents et sa sœur cadette dans un accident de la route et avait été élevé jusqu'à son entrée au lycée par un oncle qui vivait non loin de Tokyo, dans la préfecture de Chiba. Lors de l'accident, Abu avait eu une fracture complexe du fémur gauche. Il en avait conservé des séquelles et aujourd'hui encore, il boitait légèrement. Comme les autres grimpeurs de sa génération, Fukamachi avait entendu toutes sortes de rumeurs à propos de Abu, le génie de la grimpe. Certes, il fut un temps où on l'appelait ainsi, mais il était davantage connu dans les milieux de l'alpinisme japonais comme le fléau d'Ishinokura. Il avait connu son heure de gloire jusqu'à l'expédition en Himalaya de 1985, mais par la suite, on n'avait plus guère entendu parler de lui. À partir de cette époque, on perdait sa trace. Plus personne ne savait où il se trouvait. On disait que les milieux de l'alpinisme l'avaient rejeté à cause d'un incident survenu à l'Everest. Que faisait-il donc au Népal et par quel concours de circonstances cet appareil photo était-il parvenu entre ses mains? Jusqu'ici, Fukamachi n'avait parlé à personne de sa rencontre avec Joshi Abu, pas même avec Kudo ni à Miyakawa. Je parle mal japonais, je m'excuse. Il avait simplement vérifié auprès de ce dernier depuis Katmandou le modèle de l'appareil photo de Mallory. Puis, une fois de retour au Japon, il lui avait demandé s'il savait où se trouvait Abu. Mais il ne lui avait donné aucun indice permettant de faire un lien entre ces deux sujets. La silhouette de celui que les Népalais avaient surnommé « serpent venimeux » et qu'il avait d'abord entrevu dans la semi-pénombre de l'estaminet où il discutait avec Gotham continuait à flotter dans son esprit. L'éclat sombre de ses yeux, ses joues mangées de barbe. Ce qui s'était passé à Katmandou continuait de le faire gamberger. C'est pour cela qu'il avait voulu rencontrer Ito. Celui-ci devait connaître mieux que quiconque le passé de Abu. Ainsi peut-être aurait-il une idée de ce qu'il faisait maintenant au Népal. Fukamachi espérait tirer de cet entretien un indice pour comprendre comment cet appareil photo était arrivé entre les mains de l'ancien alpiniste. Retourner au Népal, retrouver Abu, cela ne présentait pas de difficulté particulière, mais une fois qu'il l'aurait retrouvé, rien ne disait que l'homme accepterait de lui raconter ce qu'il savait sur l'appareil photo. Il pouvait décider de garder le silence. Aussi Fukamachi se disait-il qu'il trouverait davantage d'éléments de réponse en menant son enquête au Japon sur le passé de Abu.
Comprendre la raison ou la cause de sa présence au Népal lui fournirait peut-être un prétexte pour le croiser de nouveau, voire un levier de négociation. Ce serait en tout cas une aide précieuse pour lui tirer les vers du nez. Voilà, donc là on est dans l'enquête, c'est Fukamachi qui mène l'enquête. Cet appareil photo le conduit donc à Abu par tout un tas de péripéties, et c'est là aussi qu'on voit l'habileté de l'auteur, puisque là on est déjà, voilà, il est de retour au Japon, mais il n'a qu'une envie, c'est de retourner au Népal pour continuer sa quête et découvrir aussi ce Abu qui en réalité a disparu pendant toute une partie du livre, personne ne sait, il n'est même pas sûr. Donc là je pense dans ce passage il a déjà compris que Abu et donc Bikalu Sample, le serpent venimeux, ne font qu'une seule et même personne, mais en fait au Japon personne ne sait où il est. Un jour il a disparu et surtout personne ne sait pourquoi il a disparu. C'est un mystère en lui-même en fait cet homme, parce que pourquoi est-ce qu'il a arrêté de faire de la montagne, pourquoi est-ce qu'il s'est en quelque sorte caché au Népal de ses compatriotes parce qu'il ne veut plus voir aucun japonais, voilà, tout ça c'est le mystère qui va faire que à partir de l'enquête autour de l'appareil photo, finalement l'enquête de Fukamachi va se transformer en quête en réalité. C'est un peu ça la trame du livre. Et donc ça va le mener bon, il a eu plusieurs emplois, notamment pour une marque, ça existait ça, qui s'appelle les Grandes Joras? Non, mais ça fait, voilà, oui, il a inventé. Mais il fait allusion, il y a des grandes marques comme ça, voilà, japonaises, mais il a inventé ce nom-là. D'ailleurs, c'était un peu compliqué. Je crois que j'ai résolu la question en mettant des tirets, parce qu'en japonais, c'est prononcé phonétiquement et c'était un peu délicat de mettre exactement le même nom que la montagne, puisque les Grandes Joras aussi jouent un rôle, parce qu'il y a aussi tout un passage, une partie qui se déroule aussi à Chamonix, puisqu'il y a aussi une ascension des Grandes Joras, en fait. Oui, il y en a deux même, je crois. Oui. Oui, bon après, je ne veux pas tout lire, mais... C'est long, on en aurait pour toute la nuit. Et encore. Oui, puis... Mais je vais lire un passage où il parle de Tada. Son travail de testeur pour Grandes Joras dura finalement 8 ans, jusqu'à l'accident survenu en Himalaya. Abu avait accepté ce travail à une condition, la possibilité de prendre des congés chaque fois qu'il souhaitait partir en montagne. Mais curieusement, à cette époque, il consacrait une bonne partie de son temps au travail, il continuait certes à grimper, mais ne se jetait plus à corps perdu dans des ascensions comme auparavant. C'est aussi à cette période, à l'été 1977, qu'il partit pour la première fois en expédition à l'étranger. Au cours de ce même été, il réussit la face nord de l'Eiger, la face nord du Cervin et l'éperon Walker des Grandes Joras. Il ne fit pas ses ascensions en solitaire, son partenaire de cordée n'était autre que Tada. Abu avait à l'époque 33 ans et Tada 37. C'était un génie. Sa façon de grimper est extraordinaire. Il n'avait pas la moindre hésitation face à la paroi. Ou plus exactement, il hésitait, mais il avait une incroyable capacité de décision. Il relevait toujours les défis les plus difficiles. Quand il avait peur, cela le rendait furieux, c'est bien qu'il recherchait la difficulté comme pour se punir lui-même. C'est mu par cet élan qu'il réussissait des premières. Tada hocha la tête comme si un souvenir lui revenait soudain. C'est un drôle de type, Abu. Il y avait quelque chose en lui qui échappait aux critères de compréhension ordinaire. Quoi, par exemple? Tenez, l'été, où on a fait les 3 faces nord en Europe, après la dernière, l'éperon Walker, on était tous les deux en train de boire des bières au refuge de l'Échaud. Moi, j'étais assez satisfait parce que j'avais réalisé un exploit, mais il n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Tout ça, c'est du pipeau. Voilà ce qu'il m'a dit. Du pipeau? Exactement, je suis restée sans voix. Voici ce que Abu avait dit à Tada ce jour-là. Faire des sommets en été, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui compte, ce sont les hivernales. Et s'il ne s'agit pas d'une première, ça n'a rien d'extraordinaire. Au début, poursuivit Tada, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais il était très sérieux. Ces 3 faces nord en été, ça ne représentait rien pour lui. Il était libre de penser ce qu'il voulait, mais il n'aurait pas dû le dire devant quelqu'un qui venait de réussir avec lui ces 3 ascensions parmi les plus difficiles d'Europe. Enfin, en y repensant aujourd'hui, je me dis qu'il devait avoir en tête les prouesses de Hase. Tu dis Hase ou Hase? Hase, de Hase. Son modèle, c'est Hasegawa Tsuneo, qui est un alpiniste japonais qui a réellement existé. Et dans le livre, il s'appelle Hase Tsuneo. D'accord. En effet, en février de cette même année, 5 mois avant l'expédition de Abu et Tada dans les Alpes européennes,
Assez avait gravi la face nord du Cervin en solo, en hivernal, ce qui constituait une première mondiale. Le jeune grimpeur déjà célèbre dans le milieu de l'alpinisme japonais bénéficiait désormais d'une renommée mondiale. Il était clair que Abu pensait à cela, même s'il n'avait pas prononcé le nom de son rival. Pour ses premières ascensions en Europe, il avait emporté une tente et de l'équipement de montagne de grande Joras qui avait pris en charge ses frais de voyage puisqu'il testait le matériel de la marque. Tout de même, il n'aurait pas dû faire cette réflexion. Tada avait enfin compris à cette occasion pourquoi les partenaires de Abu finissaient par le lâcher. Quant à Hasse, après son succès au Cervin, il avait gravi les unes après les autres les parois les plus difficiles des Alpes. L'année suivante, en mars 1978, il avait réussi l'ascension de la face nord de la Eiger en solo et en hivernal, ce qui constituait à nouveau une première mondiale. Hasse faisait désormais figure de prodige de l'alpinisme. Il ne s'arrêtait pas là, et l'année suivante, en l'hiver 1979, il gravissait l'éperon Walker. Réussir cette paroi en solo et en hivernal, c'était là encore un exploit qu'aucun alpiniste au monde n'avait encore accompli. Nul avant n'avait réussi en hivernal ces 3 années consécutives la face nord du Cervin, celle de l'Eiger, puis de l'éperon Walker. Autrement dit, les parois les plus difficiles des Alpes européennes. L'éperon Walker en hivernal était sans doute le dernier grand défi qu'offraient les Alpes, et c'était Hasse qui avait écrit ces dernières pages de l'histoire de l'alpinisme. Historiquement, pour les alpinistes japonais qui avaient pris part tardivement à la conquête des sommets, il ne restait que les faces les plus risquées, présentant d'extrêmes difficultés. Donc on voit bien comment il y a une sorte de mise en abîme, parce qu'à chaque fois il y a différents personnages d'alpinistes, comme ça, tous plus forts les uns que les autres, qui apparaissent. Et en fait, ils sont à la fois rivaux et ils se servent de modèles aussi. Chacun veut dépasser l'autre, ils font toutes les voies les plus difficiles, etc. Et donc, Habu, en plus dans le cas de Habu, en japonais ça se prononce Habu, et Hasse, il y a vraiment aussi, même leur nom même est très proche. Ouais. Et donc ça, c'est aussi 2 personnages qui sont tout le temps en train de se... Dès que l'un fait quelque chose, l'autre veut faire soit la même chose, soit mieux, dans des conditions encore plus difficiles. Et puis, il y a aussi Fukamachi qui est aussi en miroir avec Habu. Donc il y a vraiment comme ça une mise en abîme entre tous ces différents personnages qui sont des archétypes non seulement d'alpinisme mais de héros japonais, de ces héros qui vont vraiment jusqu'au bout en fait de leur quête et de leur volonté de réussir quelque chose qui est au-delà des capacités humaines ordinaires. En fait, à travers ce livre, il parle aussi de l'alpinisme japonais. Il rend hommage à l'alpinisme japonais, quand même. Oui, bien sûr. Oui, mais pas seulement. Non. Je pense que c'est l'alpinisme de manière générale. Parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez troublant avec Habu, c'est que, et ça apparaît aussi dans le manga, parce que quand on regarde le manga, donc moi j'ai regardé le manga, mais en fait après, parce que je voulais pas être influencée, où j'ai regardé pour des scènes techniques où c'était très compliqué quand on n'est pas alpiniste soi-même de comprendre ce qui se passait. Enfin, avec les dessins, ça m'a beaucoup aidé. Donc là, heureusement, il y a des gens qui s'y connaissent, qui ont relu ces petites parties très, très, très précises. Mais dans le manga, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que Habu, il a un visage qui n'est pas complètement japonais. En fait, il a un visage assez, je sais pas, très carré, puis il est décrit dans le livre aussi. Il est décrit comme une espèce d'ours, il est toujours, il a la barbe qui pousse partout, enfin, il est toujours sale, il sent mauvais, enfin bon, et surtout, il est pas poli, on voit là, justement, dans ce passage, il se fait beaucoup d'ennemis, parce qu'il ne se comporte pas du tout, son comportement, c'est à l'inverse du comportement des Japonais, y compris des alpinistes. Quand à l'époque où je vivais au Népal, j'ai rencontré pas mal d'Himalayistes et d'alpinistes japonais, et qui soit alpinistes ou autre chose, ils se comportent de la même façon que les Japonais de manière générale, c'est-à-dire avec beaucoup de courtoisie, de politesse, etc., d'attention à l'autre. Et donc là, c'est un personnage qui est complètement asocial en fait. Donc il se fait beaucoup d'ennemis parce qu'il dit les choses avec brutalité. Ça, c'est pas non plus japonais du tout. Il prend jamais de gants. Il dit voilà, il dit ce qu'il pense directement. Voilà. Et donc personne ne le comprend en fait. Il est très solitaire et il est très isolé. Donc c'est ça aussi. C'est au-delà de l'alpinisme, plutôt qu'un modèle d'alpiniste, c'est un modèle de héros japonais. Un peu ces héros qui sont décrits dans un livre très intéressant qui est écrit par Ivan Maurice dans les fin des années 70, ça s'appelle, qui était un spécialiste du Japon américain, je crois, et ce livre existe en français, ça s'appelle La noblesse de l'échec. Et il dresse toute une liste de héros japonais, de héros de l'histoire,
qui, en fait, comme Yoshitsune, qui était un guerrier du XIIe siècle, ou bien Saigo Takamori, ça c'est à l'époque de la restauration de Meiji, qui s'est battu jusqu'au bout, enfin jusqu'à la mort, etc. Et donc, il décrit toute une série de héros dans des circonstances très différentes, mais qui ont un point commun, c'est qu'en fait, ils ne réussissent pas dans leur entreprise. Mais ils ne réussissent pas, mais ils donnent tout, y compris leur vie, mais pas d'une manière suicidaire, comme le stéréotype qu'on peut avoir sur le Japon, les samouraïs qui vont se faire seppuku, harakiri, etc. C'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens de quelqu'un qui a une loyauté, donc non pas vis-à-vis de la société ordinaire, qui n'est pas du tout la hiérarchie, tout ça, les conventions, ils s'en moquent complètement, alors que dans la société normale, entre guillemets, japonaise, ça a beaucoup d'importance. Mais ces personnages-là, ils s'en fichent complètement, ils ont une loyauté uniquement vis-à-vis du projet, enfin, du but, de la mission qu'ils se sont donnés. Et surtout, autre point très important, en fait, ils ne réussissent pas. Et donc, ce qui compte, voilà. Et en fait, quelqu'un qui réussit, voilà, là c'est pareil, enfin, il ne faut pas raconter de livre, mais quelqu'un qui réussit, après, il redescend, il a tous les honneurs, voilà, il reçoit des médailles, tout le monde le félicite, il a tout le monde à ses pieds, il gagne de l'argent, etc. Bon, ben ça, finalement, c'est moins respectable, entre guillemets, c'est moins romanesque, et dans la tradition japonaise, c'est moins respecté que le héros qui, lui, trouve la mort dans son entreprise. Il a quelque part une valeur, il reste dans l'histoire et il a une valeur quelque part beaucoup plus importante. Et là aussi, la mise en abîme, elle est vraiment totale, parce qu'on revient aussi au... Mallory, c'est la même chose finalement. Mallory, on en parle jusqu'à aujourd'hui. S'il avait réussi son ascension et qu'on le savait, parce que surtout c'est parce qu'on ne sait pas, je ne sais pas si on en parlerait autant. Donc ce mystère, et c'est un personnage très mystérieux. Donc il y a un côté comme ça qui est en effet très romanesque et d'un romanesque très japonais en fait. Et tu disais que Habu, c'est un peu Georges, non? C'est ça? Alors son prénom, parce qu'effectivement Habu, bon, on peut le dire parce qu'on va le savoir assez vite, parce qu'on a déjà lu les passages. En fait, il est surnommé Bikalusam, serpent venimeux au Népal, parce que Habu, alors ça ne s'écrit pas de la même manière, mais quand on prononce Habu, c'est aussi le nom d'un serpent très, très venimeux qui existe au Japon. Donc c'est pour ça qu'on l'a surnommé comme ça. C'était quoi? Ah oui, son nom. Et en fait, voilà. Et son prénom, c'est Joji. Joji avec des caractères japonais. Donc si on ne prête pas attention, c'est vraiment un prénom, c'est un prénom japonais. Mais comme au début, il y a la scène avec Mallory, Mallory en anglais c'est George Mallory. Et si on transcrit, donc il y a un système d'écriture, les katakana en japonais, il y a un système d'écriture particulier pour transcrire les noms étrangers. Si on écrivait ce Joji, qui est le prénom de Habu, avec des katakana, ça donne Joji, donc c'est le George en anglais. Donc il a le même prénom que Mallory. Donc on voit bien que c'est la même... il y a une mise en abîme. Les personnages sont liés. Ouais. Mais on ne va pas raconter toute l'histoire quand même, parce que ni le dénouement ou quoi que ce soit. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment un documentaire aussi. Hein. Ah, oui. Là, par exemple, il y a un passage où il arrive à Nanché Bazar et il rencontre un vieux monsieur qui lui dit « Que pensez-vous de Nanché Bazar, vous qui venez de si loin ?» Fukamachi hésitait à répondre, ne voyant pas où Dagwa Sangbu voulait en venir. « Les rues ont l'air animées, reprit le Sherpa, mais notre village est pauvre. Le Népal tout entier est touché par la misère. Sans doute avons-nous un peu plus de moyens ici qu'ailleurs, mais pas autant que l'on pourrait le croire à première vue. » Dagwa Sangbu leva les yeux vers la montagne. Fukamachi suivit le regard du vieil homme et contempla lui aussi les montagnes environnantes. « Vous voyez, il n'y a presque pas d'arbres. »« C'est vrai, approuva Fukamachi. » Seuls de petits buissons bas, aux teintes brunes, défiaient l'hiver ici et là sur la montagne pelée. La végétation était étonnamment rare. Quand j'étais enfant, reprit le Sherpa, il y avait encore des arbres. En tout cas, bien plus que maintenant. Il y avait même des forêts. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la terre est nue. Fukamachi l'écoutait en silence. C'est nous-mêmes, poursuivit-il le vieil homme, qui avons abattu ces arbres. Principalement pour nous procurer du bois de chauffage, mais aussi pour les expéditions étrangères et les trekkers. Savez-vous, monsieur Fukamachi, c'est bien ça, combien d'hommes et de bagages nécessite une seule expédition à l'Everest? Oui, répondit le japonais en hochant la tête. Il le savait d'expérience pour s'être occupé jusqu'à en avoir le tournis du conditionnement des bagages au Japon et de leur vérification avant les départs en expédition. Cela représentait une trentaine de tonnes de matériel et de ravitaillement. Il fallait près de 2000 hommes pour acheminer tout ça à pied d'œuvre. Il était impensable de transporter autant de matériel en avion. Il fallait donc,
en 2 semaines et 1 mois pour convoyer le tout à dos d'hommes et de yaks depuis le faubourg de Katmandou jusqu'au district de Solokhombu. Lors des expéditions, le bois était le seul combustible utilisé pour la préparation des repas. Depuis que les étrangers venaient en grand nombre visiter l'Himalaya, les forêts avaient drastiquement diminué le long des chemins qu'ils empruntaient, au point de menacer l'approvisionnement en combustible nécessaire aux habitants locaux. Depuis quelque temps, les gens de la région ne trouvaient plus assez de bois pour préparer leurs repas. La bouse de yak séchée dont ils se servent à la place ne suffit plus. Alors ils ont recours au gaz ou au pétrole, mais ces combustibles-là coûtent cher. Le Népal n'a pas les moyens de les importer. Notre seule ressource provient du tourisme, qu'il nous faut développer toujours davantage. Mais plus les touristes sont nombreux, plus la déforestation s'accentue, si bien que notre patrimoine naturel se détériore à vue d'œil. Personne ne peut arrêter ce cercle vicieux. Il ne s'agit pas seulement du bois. La pauvreté est à l'origine de tous les problèmes au Népal. Oui, c'est ça. C'est magnifique parce que vraiment c'est très très documenté et c'est transmis à travers des conversations. Voilà, c'est très bien documenté. Il parle de la réalité des choses. Il rend aussi hommage aux Sherpas parce qu'il y a des très beaux personnages dans celui-ci, d'Awa Sangbu, qui est un personnage de Sherpa qui a laissé des doigts dans les expéditions. Et c'est très fréquent en fait. Les Sherpas, ils ont beaucoup travaillé avec toutes les expéditions et en fait, mais pas pour aller au sommet. D'ailleurs, à l'origine, ils n'allaient pas du tout sur les sommets, mais simplement comme travail. Et donc, il y a énormément de gens qui laissent soit la vie, ou soit qui sont mutilés, qui perdent des orteils ou des doigts qui sont gelés. Mais eux, ils n'y vont pas par l'ambition de faire le sommet. C'est vraiment autre chose. Et donc, tout ça, il parle très bien aussi de tout ça. Et ça c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup touchée, parce qu'on sent qu'il a beaucoup d'empathie aussi pour les gens voilà, qu'il a rencontrés sur place. Et puis on se rend compte que les choses n'ont pas vraiment évolué dans le bon sens et que maintenant on y va en hélicoptère au camp de base, donc c'est encore autre chose. En 20-30 ans, oui. Ouais. Mais je pense qu'on va laisser un petit temps pour vous, si vous avez des questions à poser, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui. Et on ne va pas tout dévoiler, l'histoire peut-être vous la connaissez tous déjà, mais si vous avez des questions, alors franchement n'hésitez pas, profitez de Corinne et de toutes ses connaissances sur le Japon et la culture japonaise, et sur ce livre, et sur Katmandou, et sur le Népal. Et sur... non, personne n'a de questions à poser? Donc on... Oui. Je vais poser une question. En fait, moi, c'est une question à la traductrice du japonais, pas simplement pour ce livre, mais vous avez dit que vous avez traduit une 60aine de romans. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à faire passer en français? Parce qu'on a quand même des cultures très différentes. Oui, c'est difficile à dire en un mot. Ça dépend beaucoup des œuvres. Là c'est un roman d'aventure, donc il y a des choses effectivement spécifiquement japonaises ou des points où moi je perçois tout de suite, comme ce que je viens de vous dire sur la figure du héros, etc., qui n'est pas évident peut-être pour un lecteur français qui ne connaît pas la culture japonaise. J'ai traduit aussi beaucoup de poésie, et c'est vrai qu'en poésie c'est particulièrement difficile parce que le japonais c'est une langue très, très ramassée, très condensée. Donc la difficulté c'est parfois, d'ailleurs la question a été soulevée, quelqu'un qui a posé la question lors d'autres rencontres sur ce titre, le sommet des dieux. Par exemple, voilà un exemple très simple, les dieux. Donc en japonais, là c'est kamigami, donc c'est au pluriel. Le pluriel, parfois, il n'est pas exprimé en japonais. Là, il est exprimé par le redoublement du mot. Mais kami, c'est un terme qui peut être, donc tout seul, ce kami-sama, c'est un terme qui est utilisé aussi pour désigner le dieu chrétien, par exemple. Mais au départ, le kami, au Japon, ce sont les esprits de la nature, ce sont les esprits animistes, puisque les cultes, hormis le bouddhisme, mais les cultes indigènes d'origine du Japon, ce sont des cultes animistes avec des esprits de la nature. Donc on est dans un monde complètement, d'immanence, il n'y a pas du tout d'idée de transcendance, de Dieu transcendant, de Dieu créateur. Et pourtant, à partir du moment où on traduit le mot, d'ailleurs c'est la même chose même pour nature, à partir du moment où on traduit le mot,
on a tout de suite une image mentale qui est liée à une autre culture. En fait, très globalement, en fait, c'est un peu ça la difficulté. C'est de faire passer. Puis aussi, autre chose à quoi moi je suis très sensible à la beauté de la langue japonaise. C'est vraiment une très belle langue. Mais j'en ai parlé dans un livre, parce que j'ai écrit un livre qui est sorti l'année dernière, justement spécifiquement sur la traduction, qui s'appelle Le pont flottant des rêves, qui est à la Contre-Allée, où il y a une collection qui est dédiée aux voix des traducteurs, et où je parle assez longuement de ça, parce que c'est quelque chose que je ressens vraiment profondément, c'est-à-dire que j'ai le sentiment, par exemple, même n'importe quel livre, ce livre-là, en l'occurrence, là, la difficulté, on va dire, c'était la longueur, parce qu'il fallait vraiment de l'endurance, c'était un peu une ascension, parce que c'est très très long. Après, au niveau de la langue, c'est une belle langue, on voit que c'est bien écrit, c'est un bon écrivain, mais voilà, c'est pas une langue extrêmement complexe, ça se lit, c'est pas Mishima, j'ai pas besoin de dictionnaire pour traduire, je lis et puis je traduis, c'est la longueur, et puis de trouver les mots justes, d'éviter les répétitions, parce que souvent en japonais il y a beaucoup de répétitions, mais globalement, pour n'importe quelle traduction, cette beauté de la langue qu'on perçoit en lit un texte, on se dit ah c'est beau, j'ai envie de transmettre ce texte. En fait, la traduction oblige à déconstruire en fait ce qu'on aime. Je pense que c'est la même chose quelle que soit la langue. En anglais, ça doit être pareil. On est sensible à une certaine beauté, une certaine poésie de la langue, quelque chose qui habite profondément la langue. Et en fait, pour le transmettre, on est obligé finalement, c'est comme si pour moi, il reste quelque part, c'est comme il reste le squelette, quoi. Oui, il y a la forme, il y a le squelette, mais il n'y a pas toute la chair vivante qui était autour. C'est un peu ça. Donc pour moi, chaque traduction, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu une forme d'échec parce que je ne peux jamais transmettre ce que j'aurais envie de transmettre totalement. Et surtout de faire comprendre des notions justement comme la notion de Dieu, parce que les références ne sont pas les mêmes. Quelqu'un a dit aussi lors d'une rencontre à le sommet des dieux, moi ça m'a fait penser aux dieux grecs, aux dieux de l'Olympe, à la mythologie, parce qu'effectivement il y a eu des dieux aussi dans les traditions. Dans les montagnes. Mais en même temps, ça n'a pas je pense que ces dieux-là, ils n'ont pas grand-chose à voir avec les dieux de l'Olympe. Donc il y a toujours une espèce de malentendu ou de décalage qui est extrêmement difficile à éliminer par le biais de la traduction, et par quelques biais que ce soit d'ailleurs, mais peut-être que ça fait partie, c'est le langage de manière générale, il y a toujours on n'entend pas toujours ce qui est dit, et on ne lit pas toujours ce qui est écrit une fois que c'est traduit non plus. Donc, voilà. Vous connaissez tous l'histoire par cœur, j'imagine. Alors, ce qu'il faut dire peut-être aussi, justement, par rapport à l'histoire et pour les gens qui connaissent le manga, c'est que bien sûr la trame est la même, mais c'est une histoire d'abord racontée d'une manière avec beaucoup d'art, comme on a vu un peu là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flashbacks, de retours dans le temps, et il y a beaucoup de formes d'écriture très différentes, parce qu'il y a des dialogues, il y a des monologues, on est parfois dans la tête des personnages, il y a aussi quelque chose de très intelligent et intéressant, c'est que par exemple Abu, qui est au cœur de Mystère et d'Histoire, lui, on n'est jamais dans sa tête. Il est décrit, mais finalement, on ne sait jamais ce qu'il pense. C'est toujours d'autres gens qui parlent de lui. Lui, il est très silencieux, il ne dit rien. On ne sait pas ce qu'il a en lui, au fond. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a énormément d'histoires un peu annexes, de récits, en fait, qui ne sont pas dans le manga, parce que forcément, même si le manga fait 5 tomes, mais c'est beaucoup plus resserré, il y a aussi il y a des histoires d'amour dedans qui sont pas dans le manga, ou alors qui sont peut-être juste effleurées. Le manga, moi j'ai l'impression que c'est surtout une histoire d'hommes, et là il y a aussi des femmes et qui ont un rôle très important. Il y a plusieurs beaux personnages de femmes et qui ont un rôle extrêmement important dans le roman. Et on voit aussi un peu comment fonctionne la société japonaise, un peu plus que dans le manga, quand on les voit au travail, quand ils veulent prendre des congés. Enfin, tout à fait. Tout ce que ça comporte comme différence avec les Européens, enfin, c'est complètement différent, la mentalité. Oui, c'est ça. Ouais, la nécessité de changer de travail, de devoir arrêter pour pouvoir poursuivre l'alpinisme. Oui, c'est compliqué pour eux. Hein. Oui. Non, mais c'est... Alors, par contre, on peut aussi raconter que le jour de la sortie cette traduction, il y a eu une synchronicité incroyable avec la découverte du pied de Irving. Incroyable. Le même jour. C'est le jour même de la sortie du livre. Moi, j'ai lu ça d'abord dans Le Monde, après c'était dans, je ne sais plus, quelques magazines de montagne. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Je me suis dit, la réalité dépasse la fiction. Le dernier Sherpa, en fait, de Mallory, au sommet, c'est bien ça. Qui est ce personnage ? C'est Irving, en fait, c'est le compagnon de Mallory. C'était un Anglais. C'est lui qui a disparu avec lui.
Mais c'est un compagnon britannique? Oui, Oui. c'est Irvine ou Irvine, je sais pas. Oui, c'est Irvine. vraiment. Oui, c'est un anglais. On le dit à la française. Ouais, mais, ils étaient deux. Ils étaient deux, ouais. C'était le plus jeune. Oui, c'est ça, 22 ans. Donc le mystère demeure, mais ils ont vraiment existé. Et ce qui est beau aussi, je trouve, dans le livre, c'est qu'on a toujours l'impression que les personnages, finalement... Enfin, puis il y a toujours ce rêve récurrent de voir deux personnages qui grimpent. On ne sait pas si c'est eux, Irvine et Mallory, ou si c'est ses compagnons. Ouais. Il fait toujours ce rêve en permanence. C'est ça, il y a ce rêve. Et, ça, et- c'est très et ils beau. se fondent tout le temps dans le décor. Ouais, c'est Et en ça. fait, on a l'impression que la montagne les absorbe en permanence. Il y a aussi des C'est scènes, des disparitions, quoi, effectivement, c'est- ouais. il y a des scènes très très belles et très oniriques avec la couleur du ciel, le ciel étoilé, les couleurs de la Ouais. montagne, la neige. Enfin, C'est c'est magnifique, très sensoriel aussi. Hein. C'est vraiment, on voit les couleurs, on ressent les. Voilà, c'est très fin à ce niveau-là. Il y a des passages très poétiques et très Ouais. beaux. Ou alors avec le vent aussi. Ouais. Bah voilà, vous n'avez pas d'autres questions? Eh ben merci. Merci.